passions. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio géniale Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce jeudi parlera de nouveau de la politique togolaise. Nous sommes tous dans l'attente de la feuille de route de la CEDEAO. La conférence des chefs d'État de l'institution sous-régionale devra indiquer aux protagonistes de la crise, donc aux Togolais dans son ensemble, des orientations à suivre pour une sortie de crise heureuse du problème togolais. Alors, pour évoquer le sujet, ce matin, notre invité, c'est le professeur Marcel Magloire Kwakouvi, coordonnateur diocésain du Conseil épiscopal Justice et Paix. Avec lui, nous reviendrons sur sa proposition pour une sortie de crise. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui titre sur l'appel au secours de la jeunesse de la CEDEAO, appel lancé par le président par intérim du Parti des Togolais. Que craint Nathaniel Olympio dans sa lettre ouverte? C'est l'interrogation du confrère Togo Matin. Vous lirez l'article à la page 3. Tournée de suivi de jeunes entrepreneurs, la ministre Dogbe à la rencontre des bénéficiaires du FAEJ. Les détails sont à découvrir dans le journal à la page 6 et 7. Et puis Conseil africain des régulateurs, free roaming et point sur les différents projets. Vous lirez l'article dans le journal. Un élément également sur l'actualité internationale, c'est la Côte d'Ivoire qui retient l'attention de notre confrère Guillaume Soro, une force tampon entre des poids lourds. C'est une interrogation. Vous lirez l'article, tous ces articles dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien, c'est Liberté. En attendant la feuille de route de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo reçoit aujourd'hui à Accra les responsables de la coalition de 14 partis. Renseigne notre confrère ce matin. Vous lirez l'article à la page 8. Éclaircie en vue dans le département de la communication au Togo. Bientôt TVT, Radio Lomé, et Kara, transformé en un office de radiodiffusion et de télévision. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis PUDC, construction de latrines publiques à Kodjevia-Kopé. Les bénéficiaires crient au détournement des fonds alloués. Les détails à découvrir dans le quotidien Liberté. Le troisième quotidien avec nous ce matin, c'est Forum de la semaine. Diplomatie, Faure Gnassingbé s'entretient avec Xi Jinping. Et les détails sont à découvrir dans le journal. Sécurité aéroportuaire, le Togo fait médaillé d'aérodrome. À lire dans le journal. Et puis, éducation, 11 universités d'Afrique font le bilan du pas froid à Lomé. Les détails à découvrir. Et aussi sur la diplomatie togolaise, Robert Doucet donne de nouvelles directives aux diplomates togolais. C'est dans le forum de la semaine du jour. Flambeau des démocrates. Togo, développement de la production du riz. Bienvenue à Agomeglouzou. L'article à lire à la page 4. L'éditorial de notre confrère La République exemplaire. Et puis, démocratie de Paris à Lomé, des Benalla. Il y en a 1000 au Togo, s'exclame notre confrère. Vous lirez l'article dans Flambeau des démocrates. Le changement dans l'attente de la feuille de route du 31 juillet. Nathaniel Olympio sollicite les jeunes de la CEDEAO. Il dit, je cite, morceau choisi par le journal Le Changement, nous devons mutualiser nos énergies pour une tolérance zéro de la confiscation du pouvoir d'État. La lettre ouverte de Nathaniel Olympio à lire à la page 3 du journal. Camp chantier et colonie de vacances 2018 de l'ONG Ange. Du 23 juillet au 5 août 2018, près de 300 enfants sur le site de l'EPP numéro 3 de Tchekwa de Dekwe pour des ateliers débats, des causeries et des sensibilisations. Vous lirez l'article dans le journal. Pour envoyer un message fort à la CEDEAO, Togo Debout en meeting ce samedi à Bé Kondjendji, écrit notre confrère qui souligne
la venue de Alexis Romao en Ligue France, en Ligue 1 en France, je veux dire. Alexis Romao retrouve donc la Ligue 1. Conforama. Voilà pour le changement. Il y a Chronique de la semaine qui écrit que les Togolais ont les yeux rivés sur le sommet du 31 juillet pour une sortie de crise définitive. La coalition se muscle en brandissant des menaces. Et si la C14 écoutait les sages conseils du professeur Kouakouvi, le ministre Bawara annonce la fin de la récréation. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. 10e sommet des BRICS et l'Afrique à Djobourg, à Johannesburg, bien sûr. Le président Faure Gnassingbé prend part aux travaux. Et puis, prochaines échéances électorales, la NJSPF sensibilise la population de Barkwasi. Vous lirez l'article dans le journal Chronique de la semaine. Un autre sujet, c'est notre journal, c'est Libération. Le bimensuel écrit sur l'OTI avec le soutien à la politique du chef de l'État. La NJSPF mobilise des milliers de personnes à Barkwasi, fait don d'un important lot de matériel d'assainissement et un chèque pour promouvoir la culture de l'excellence en milieu scolaire. Vous lirez l'article dans le journal. Crise politique et recherche de solutions par la coalition. L'impossible retour à la Constitution de 1992 et l'inadmissible transition politique, écrit le journal Libération. Le confrère qui parle également du Forum national du paysan togolais Akara, des recommandations à l'endroit de l'État et des engagements des producteurs ont sanctionné les travaux. Et puis un mot sur la CNTT qui a échangé avec les premiers responsables de Meshamina. Vous lirez l'article dans le journal Libération. Il y a Ouara les vainqueurs qui aussi écrit sur le renforcement de la coopération entre les BRICS et la CEDEAO. Faure Gnassingbé prend part activement aux travaux en Afrique du Sud. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis mouvement politique et tentative de déstabilisation des institutions. Le ministre Bawara annonce la fin prochaine de la crise togolaise. Vous lirez les détails à la page 3. Et puis sortie de crise politique, les prochaines recommandations de la CEDEAO créent déjà des cauchemars à la coalition, écrit Ouara les vainqueurs. Symphonie parle de boissons bébés et les menaces sur la santé publique, danger mortel dans les bouteilles, écrit notre confrère. Un scorpion en décomposition découvert dans une bouteille à Oyo, bouteille bien fermée contenant liquide nauséabond et corps étranger nuisible, capsule entièrement rouillée, écrit le journal Symphonie. Vous lirez l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 4. Licenciement abusif à la SNPT en 2009. Des licenciés encore en vie attendent toujours un geste social de Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal. Sortie de crise et feuille de route, ce que la CEDEAO ne peut pas recommander. C'est sur cela que le confrère revient ce matin. Et puis il y a la démarche civique, citoyenne, pour une sortie de crise. Nouvelle vision livre sa nouvelle formule. Vous lirez l'article dans le journal Symphonie. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Togo Nigban, qui de unir pour briguer la magistrature suprême. C'est l'interrogation de notre confrère qui en pose une seconde. 2020, partira pas, avec la photo du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à la page 3 du journal. Dossier Chevier, enquête sur l'origine de l'eau rougeâtre distribuée par la TDE. Vous lirez l'article dans le journal. Qui suis-je en tant qu'élu du peuple déconstruire les fausses certitudes sur certaines fonctions de la République? C'est sur cela que le confrère revient ce matin. Puis un mot sur la sexualité. Comment savoir si on est un nymphomane? Vous lirez l'article dans le journal Togo Nigban à la page 5. Voilà, pour les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a Togo Nigban, vous avez le journal Symphonie également. Il y a Ouara les vainqueurs. Il y a le journal Libération. Vous avez, Chronique de la semaine. Il y a le journal Le Changement qui est aussi dans les kiosques ce matin.
il y a Flambeau des démocrates, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a aussi le journal Focus Info qui est dans le kiosque ce matin. Dans l'actualité, le confrère parle de magouille et favoritisme à l'examen du CAPA. L'intègre professeur Komiwolu au cœur du scandale. Vous lirez l'article à la page 4. Politique encore avec la crise togolaise. Jusqu'où peut aller la CEDEAO, s'interroge notre confrère qui publie un dossier sur les femmes premières exclues de l'accès à la terre. Vous lirez l'article à la page 13 du bimensuel Focus Info. Notre invité, professeur Marcel Magloire Kwakouvi, qui nous a rejoint. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Toutes nos excuses pour les auditeurs parce qu'on a accusé un gros retard finalement dans le démarrage de l'interview. Alors, vous êtes le coordonnateur diocésain de la conférence épiscopale Justice et Paix. Oui. Et si on vous demande quelle analyse globale vous faites de la crise politique togolaise depuis qu'elle s'est accentuée le 19 août dernier, que direz-vous? Oui, je pense qu'il y a une crise de confiance entre les Togolais. La majorité, l'opposition campe sur leur camp et personne ne sait quelle est l'issue parce que les deux parlent de dialogue, les deux parlent de réforme, les deux se disent disposés à faire ceci, à faire cela, mais les deux eux-mêmes, dans le Togo rectangulaire, ne s'asseyent pas pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est une crise de confiance. C'est pour ça qu'on a dû recourir aux médiateurs, aux facilitateurs de Guinée-Conakry et du Ghana. Bon, on peut dire que c'est humain, mais pour le Togo, je crois que c'est caractériel et atavique en ce sens que depuis la conférence nationale souveraine, il y a eu beaucoup de dialogues, plus de 26, et les gens n'arrivent pas à accorder leur violon. C'est dommage, mais nous constatons seulement. Et si vous entendez nos voix ces jours-ci, c'est que des gens ont interpellé les universitaires, ils ont interpellé les intellectuels. Bien sûr. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir à la maison et dire que bon, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est pour ça que nous avons apporté notre voix au débat sans y être invités. Oui, bien sûr. Je demandais à votre avis global sur la crise depuis qu'elle a démarré, parce que entre-temps aussi, vos évêques, la conférence des évêques du Togo s'est prononcée sur le sujet à plusieurs reprises d'ailleurs. À plusieurs reprises, Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette réticence finalement à aller de l'avant au niveau des acteurs, en dehors de cette crise de confiance que vous évoquez? Non, je pense que c'est pour sauvegarder les intérêts. Parce que, comme je le dis souvent dans mes analyses, le Togo est un pays pauvre très endetté, mais ça n'a pas empêché le pays de sécréter plus d'une quarantaine de milliardaires. Donc, il y a un enjeu financier sous l'enjeu politique et les gens n'entendent pas perdre leurs bénéfices aussi facilement que les vues de l'esprit peuvent le voir. Donc, il y a cet aspect-là, il faut en tenir compte. Dans l'analyse sociologique du problème du pays. Alors vous, dans votre intervention ces derniers jours, et beaucoup de journaux ont relayé cela, notre confrère Liberté aussi, avant-hier, en parlait, disant que vous citant bien sûr que la conséquence principale que l'on peut tirer des 3 points, on va évoquer ces 3 points tout à l'heure, c'est que pour avoir des élections équitables, libres, sûres et démocratiques au Togo, il faut que ces 3 points soient respectés dans les normes démocratiques et juridiques. Alors, ces 3 points, c'est quoi? Le fichier électoral est corrompu. D'ailleurs, l'OIF a évalué ce fichier en 2010 et s'en est rendu compte. Le principe d'un homme, une voix n'est pas respecté au Togo. Et puis, le 3e point, c'est que depuis les années 90, les Togolais appellent l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, au secours, mais en vain. Alors, ça. Sans ces 3 points, vous pensez qu'on ne pourra vraiment pas avoir un pays démocratique finalement au Togo? Non, ou des élections équitables, démocratiques? On n'aura pas un pays apaisé parce que de tous les textes juridiques togolais, le texte qui a été malmené le plus, c'est le code électoral. Il a été modifié 14 fois. Je l'ai déjà dit dans un autre
articles et c'est un test qui se fait à la pointure des problèmes que la majorité togolaise a. Donc c'est pour ça que moi je retourne jusqu'en 58. Si pour la CVJR et la conférence nationale souveraine, on est retourné à 1958, je ne vois pas pourquoi on ne retournerait pas à 1958 pour résoudre ce problème-ci avec les missions King et la deuxième mission d'Orsainville. Oui. Donc c'est pour ça que je retourne à l'histoire, parce que si l'ONU n'avait pas mis son grain de sel dans les élections avant l'indépendance, les progressistes qui étaient aidés par la France gagneraient toutes les élections tout le temps. Donc c'est pour ça que je demande une observation des élections prochaines. Parce que, comme les gens le disent pompeusement, même après la guerre, il faut s'asseoir autour d'une table. Ça devient évident, aussi. C'est évident, mais au Togo, ce n'est pas évident. En ce sens que ceux qui parlent de dialogue et de réforme ne les font pas. C'est pour ça qu'on est retourné jusqu'à la CEDEAO et à l'Union africaine. Donc, pour couper le cordon ombilical des élections litigieuses, il faut que l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine s'engagent à nous aider à faire des élections de l'ouverture des bureaux de vote, jusqu'à la signature des procès-verbaux. Il n'est pas question de prendre des voitures avec drapeau et de visiter 200 bureaux d'élection sur 8000 et de dire que oui, globalement, les choses se sont bien passées et que malgré les accros, tout s'est bien passé. Ça, je crois que ce n'est pas à l'avantage du Togo. Alors dites-nous, en quoi est-ce que les élections de 58 ont permis à ce qu'on puisse asseoir à l'époque un régime démocratique? Oui, parce que aujourd'hui à retourner à 58. C'est l'ONU qui avait supervisé ces élections-là, tout comme il l'a fait pour chasser Gbagbo. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas loin la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas avoir la mémoire courte. Lorsque les chefs d'État nous diront en chœur, allez aux élections, nous avons des problèmes dans nos élections. Le découpage électoral n'est pas bon. Le principe retenu par l'ONU lui-même sur un homme, une voix n'est pas respecté. Une voix dans la Soli vaut 13 voix à Lomé. Or, Lomé a la population la plus grande du Togo aujourd'hui. Bien sûr. Donc, si on prend le principe un homme, une voix, je ne vois pas d'où viendrait le problème. Ceux qui évoquent le problème de la souveraineté de l'État, je dis que c'est le Togo qui organisera les élections. Seulement, il faut ajouter au président de la CENI togolaise, le président de la CENI de la Guinée et du Ghana. Et dans tous les bureaux de vote et les CELI, il y aura des représentants de l'ONU, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ce n'est pas une affaire de casque bleu ou de casque blanc. Ça, c'est du saupoudrage. Il faut que du début jusqu'à la fin, et si le principe un homme, une voix est respecté, je ne vois pas pourquoi, avec ces observateurs New Deal là, on va encore contester les élections. C'est tout ce que moi je propose. Je ne suis pas politicien. Mais vous avez aussi récemment déclaré que l'opposition n'a d'autre choix que d'aller aux élections. Mais il n'y a que ça. Législatives notamment, réforme ou pas. Réforme ou pas, mais l'opposition connaît déjà mes positions. Lorsque nous leur avons proposé avec Maître Degli que le président soit candidat, ils nous ont envoyé paître. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont aucun moyen d'empêcher ce pouvoir d'organiser les élections. Mais pour que la sempiternelle cantique de « on nous a volé, on nous a triché », il faut que les observateurs viennent, qu'ils signent les procès-verbaux avec nous, et puis basta, ça va s'arrêter. Parce que j'ai déjà dit dans les bureaux de la LONATO aux deux groupes réunis qu'on fasse des effigies des candidats et que nous nous alignions derrière. Ils ont rigolé. Oui, si, bien sûr. Donc si c'est pour tricher tout le temps, si c'est pour imposer un homme contre 13 hommes tout ce temps, bon, ce n'est pas la peine. Les dés sont pipés. Donc il faut que le Togo réforme cette histoire-là. Majorité, plus fort pourcentage. Il faut laisser. C'est un homme, une voix.
Et on vote de Sinkassé jusqu'à Batonou, à Vaughan, et on verra. Vous pensez vraiment que le pouvoir de Faure Gnassingbé aujourd'hui peut accepter cette proposition si non, la CEDEAO venait qu'il à l'adopter? l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, j'ai toujours dit que même dans la Bible, les gens très forts comme Samson ont eu une fin. Donc, je ne vois pas quelle force eux, ils ont au Togo ici. Plus que Reza Pahlavi, c'est le Shah d'Irak qu'on appelait comme ça. Plus que Ceausescu, ils sont tombés. Plus que Mobutu, ils sont tombés. Donc, ce n'est qu'une affaire du temps. Hein, et il faut avoir le sens de l'histoire quand on gouverne. On est à la fin de ce régime? Non, moi je ne suis pas prophète, je ne parle pas de ça. Je dis seulement que les modalités d'élection ne sont pas correctes. On ne peut pas être tout Salomé, directeur de cabinet, tout ça. Prendre les voitures de l'État pour aller faire campagne pour le chef de l'État et revenir dire que unir à moins de voix, mais il aura beaucoup plus de députés. Nous sommes au 21e siècle. Il faut arrêter ce cirque-là et faire les choses convenablement. Hein? Donc, lorsque on dit, où sont les universitaires, où sont les intellectuels, nous voilà. Nous répondons. Oui, hein? c'est vrai. Une proposition. Vous êtes professeur, bien entendu, mais est-ce que c'est aller aux élections serait la solution à la crise togolaise aujourd'hui? Si vous voulez recourir à l'histoire, c'est soit le coup d'État, le pronunciamento, soit l'intervention d'une armée de l'ONU, de l'Union africaine, ou bien de la CEDEAO. On exclut ce problème-là parce que c'est pour venir nous faire des enfants à charge après. Ils l'ont fait en Centrafrique et ailleurs. Je ne propose pas ça au pays. Je propose des élections propres avec un principe très simple, un homme, une voix, supervisé par l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine, et que le meilleur gagne. C'est tout. L'élément qui a déclenché ou a exacerbé la crise depuis le 19 août, la demande principale de l'opposition, c'est le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora. Ces points-là, quand on vous lit, on ne les retrouve pas là-dedans. Non, c'est ce que Aristote disait. Vous pensez que c'est pas essentiel? On ne défonce pas une porte ouverte. J'en ai déjà parlé dans d'autres articles. Si vous demandez aux journaux, ils vous sortiront les articles. La diaspora devrait voter, mais le Togo a peur du vote de la diaspora parce que ceux qui partent dans la diaspora, ce n'est pas ceux qui aiment le pouvoir. C'est ceux qui ont dû fuir les grenades lacrymogènes, les grenades à fragmentation et les tirs à balles réelles. Donc le Togo a peur de ces élections-là. Moi, je pense que si on demande à la mairie de Paris d'organiser des élections pour les Togolais, la mairie de Paris ne peut pas refuser. Hein? Donc, le Togo allègue des pseudo-raisons pour dire qu'elle n'est pas prête. Nous votions avant la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry a voté avec sa diaspora. Le Sénégal vote avec sa diaspora. Le Bénin a même un ministère chargé de la diaspora. Je ne sais pas ce que le Togo a de spécifique pour ne pas tenir compte de la diaspora et de prendre seulement l'argent que la diaspora envoie par Western Union. Ça, ce n'est pas bon. C'est tout. Le débat sur le retour à la Constitution n'est pas encore éludé. Mais le point saillant, c'est le vote à 2 tours et en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc, lorsque l'opposition a repris ces 5 points-là, elle a mis de l'eau dans son vin, mais bon... c'est vrai que ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans une intervention antérieure, j'avais demandé que ceux qui crient aujourd'hui et qui constatent que cette constitution de 92 est mauvaise, qu'on les appelle. Ceux qui l'ont modifiée en 2002, qu'on les appelle et qu'on ajoute à ces 2 groupes-là, le 3e groupe de l'opposition qui a fait également des propositions d'amendement. Ces 3 personnes-là... au berceau de Moitien ou ailleurs, peuvent terminer ce travail en moins d'1 semaine. On n'a pas besoin de constitutionnalistes ou bien de nouveaux agrégés en droit pour faire ce travail-là. Parce qu'ils parlent beaucoup, ces constitutionnalistes. Mais bien sûr, ils parlent beaucoup, mais à mon avis, tous ceux qui ont écrit la Constitution sont vivants. Donc il faut les appeler et puis on voit quel article c'est bon, on garde, tel article c'est mauvais, on laisse tomber, c'est tout. Est-ce que c'est vraiment difficile de faire ça avec un pays qui a 2 universités? C'est-à-dire que, comme Maître Yaovi a proposé, les articles querellés, on les met de côté et puis on continue? Non.
Je dis que on modifie tous les articles litigieux par ceux qui ont créé la Constitution, ceux qui l'ont amendé en 2002 et l'opposition, et on va au référendum pour avaliser ce toilettage tripartite-là. Bon, s'ils refusent, il faut toujours savoir que ça ne les arrange pas, c'est tout. Moi, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Hein. Je suis septuagénaire. Et je dis souvent que c'est nous qui avons fait le défilé du 27 avril pour que le Togo ait l'indépendance. J'étais au CM2, donc on ne me raconte pas des histoires, c'est tout. Autre élément évoqué par la coalition de 14 et c'est contenu dans la plateforme remise donc, au facilitateur le 27 juin dernier. Cette position a été aussi, je veux dire, relatée par la société civile, notamment la coalition Togo Debout, le Front Citoyen Togo Debout. C'est la question de la transition. Pour vous, elle n'est pas la solution à la crise d'aujourd'hui. Hein? Non, ce n'est pas en termes de solution, c'est en termes de faisabilité et de gain du temps pour le pays. Hein? Parce que lorsque les gens disent l'opposition n'a jamais gouverné, elle n'a jamais fait ceci, allons aux élections. Celui qui a gagné travaillera avec ceux qui sont dans l'administration. S'ils le sabotent, on les renvoie. Et puis c'est tout. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Vous avez entendu ce qui s'est passé avec Macron et son garde de corps. Oui. C'est comme ça qu'un pays démocratique, une république, un état de droit fonctionne. Hein, nous ne sommes plus au Moyen-Âge avec des chefs inamovibles. Hein. Je cite souvent Aristote, le chef d'État n'est ni un chef de famille, ni un chef de village, ni un roi. Il rend service à la République. Et puis, il faut faire les choses décemment. C'est tout. La transition. Pour moi, ce n'est pas un problème de transition ou de non-transition. Pour moi, le nœud du problème se trouve dans les élections. Ce n'est pas une affaire de transition. On a vu comment la transition de Kofigo s'est terminée. Oui. Ou bien, vous n'étiez pas dans le pays. Bien sûr, il faut être togolais. Bon, c'est tout. Ça n'aura servi à rien du tout. Non, 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 pas du tout. Donc, celle qu'on réclame ne servira pas à grand-chose. Avec une armée non républicaine qui peut sortir, faire ce qu'elle veut, dans les rues, dans les maisons, dans les églises. Et même dans les forêts sacrées, une transition ne sert à rien du tout. Il faut voter, que le meilleur gagne et que le meilleur gouverne. Et ce gouvernement-là sera transitoire post-électoral. On l'appellera également transitoire parce que les problèmes du pays sont tels que il ne faut pas croire à l'embellie tout de suite. Hein, oui, le gouffre est énorme. Mais bien sûr, tout est pollué, y compris les vaudous. Hein? Ah oui? Oui, tout est pollué. Il ne faut pas croire qu'on va rétablir ce Togo-là facilement. Hein? Donc, ce sera une transition. Il y a quand même un point essentiel sur lequel également l'opinion est en train de réfléchir. Le confrère... je pense Togo Nigban l'a écrit ce matin, c'est la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020 partira pas, c'est l'interrogation du confrère. Est-ce que c'est un sujet fondamental sur lequel vous pensez qu'on peut quand même commencer par réfléchir? C'est un sujet fondamental parce que le jeune président par rapport à son père a pris goût au pouvoir. Donc nous nous retrouvons dans le cas d'espèce de Abdoulaye Wade, qui a 85 ans, voulait briguer un énième mandat présidentiel. Et il a été battu à plate couture par Macky Sall parce que les élections étaient organisées proprement. Donc, à mon avis, que le président soit candidat ou pas, si on organise proprement les élections, on verra celui qui gagnera. Perdra. Non, ce n'est pas moi qui fais le pronostic. Hein? On a dit que le Nord est verrouillé, qu'on n'a rien à apprendre à Kara, que Kara est mûr. Est-ce que Kara seul peut voter et puis UNIR va gagner? Non. Bon, donc il ne faut pas raconter des histoires. Soit on fait des analyses logiques, soit on n'en fait pas. Donc, si quelqu'un veut être président, c'est la Cour constitutionnelle qui en décide. Mais je dis qu'il faut aller aux élections propres et on verra si quelqu'un va gagner. Oui, mais tout le problème est aussi à ce niveau, aller aux élections propres. Oui. Et vous l'avez écrit dans votre texte publié par beaucoup de confrères ces derniers jours, c'est qu'au Togo, il est difficile d'aller aux élections propres. Oui, est-ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé acceptera? Est-ce que la facilitation acceptera? C'est pourquoi je demande l'apport de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union africaine. Ce n'est pas une affaire de soldats.
C'est une affaire de bulletin d'urne. C'est tout. Et là, on verra Urbi et Torbi, réseaux sociaux ou pas, celui qui a gagné, c'est tout. Si les gens sont si courageux qu'ils évoquent que le peuple les aime, malgré le fait qu'ils passent à 200 à l'heure dans la ville, bon, ils n'ont qu'à aller aux élections propres et puis on verra. Que le meilleur gagne. Nous respecterons le verdict des urnes, le vrai verdict des urnes. Pas des histoires bizarres où à 20 h on gagne déjà, on donne les résultats de 13 bureaux de vote et puis le reste est passé par perte au profit. On vole les urnes, ça suit les gens comme des canetons là. Tout ce qu'on a vu sur le Togo là, ça suffit. Nous avons la chance de voyager de temps en temps et notre pays est une curiosité dans les facultés de sciences politiques. Il faut que nous reprenions l'allure normale des pays du 21e siècle. C'est tout ce que nous demandons. Si on est aussi dans cette situation, c'est parce que les intellectuels aussi n'ont pas véritablement aidé le Togo à évoluer. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, puisque à la base de la LTDH, à la base de la conférence nationale souveraine, c'est les intellectuels qui avaient travaillé, ce n'est pas l'État. Le président Eyadema... Mais depuis un temps, ils se sont tus. Non, c'est faux. Vous allez dire que moi, je me tais? Non, peut-être vous, pas. Oui, mais on n'a pas besoin de 100 000 intellectuels dans un pays. Les Chevalessa, tous ces gens-là, comment il s'appelle, le russe, qui a prôné la perestroïka. Ce n'est pas des masses qui font les changements dans les pays. C'est des individualités qu'on appelle en science le cas du millième moustique. C'est tout. Il ne faut pas croire qu'il y aura une association de tous ceux qui ont un doctorat au Togo avant que les choses ne marchent. Parce que dans ce lot, il y a ceux que la situation arrange et ceux que la situation n'arrange pas. Je pose la question parce que le président de la République, entre-temps, avait parlé, n'est-ce pas, de ces intellectuels, cette race d'intellectuels qui devrait réfléchir quand même sur la nouvelle marche à suivre. Et depuis lors, on attend, on ne voit pas grand-chose. Non, je les ai vus de près. Je ne citerai aucun nom. Ce sont ces intellectuels présidentiels qui ont parlé de référendum en premier lieu. Donc, j'ai dit dans une autre intervention qu'on ne peut pas aller à un référendum avec 3 articles et demi, ce que le gouvernement a proposé. On revoit la Constitution de 92 entièrement avec ceux qui l'ont écrit, ceux qui l'ont toiletté en 2002 à la pointure de feu le général Eyadema et l'opposition actuelle. Tous ces amendements-là incorporés, on peut aller à un référendum pour valider la nouvelle Constitution. Mais 3 articles et demi pour un référendum, c'est de l'argent perdu. Professeur Marcel Magloire Kouakouvi, coordonnateur diocésain du Conseil épiscopal Justice et Paix. Professeur, dans votre article, vous relevez le cas du fichier électoral. Ce fichier corrompu pour beaucoup de nos concitoyens, y compris l'OIF. Mais rappelez-vous, en 2015, les acteurs se sont mis d'accord quand même là-dessus pour aller aux élections. Voilà, je crois Est-ce que le problème n'est pas parti aussi de là? On se rend compte que c'est pas bon, mais on accepte quand même d'aller aux élections. Non, partiellement. Partiellement parce que je dis souvent que les politiciens d'aujourd'hui, j'ai des collègues parmi eux, nous avions tous commencé cette lutte-là dans les années 90, y compris Maître Agbo-Ibor, Maître Kofigo, Degli et Jean-Pierre Fabre, tout le monde. Donc, il y a personne dans cette équipe-là, sauf l'émigré qui vient, l'homme de Bassa qui vient de temps en temps. Oui, Kofi Yamniam. Kofi Yamniam, lui, je ne le connais pas physiquement et personnellement. Tous les autres, je crois qu'on se connaît. Et je leur ai dit qu'il n'était pas bon d'aller à ces élections en disant d'abord que ça n'aurait pas lieu et après on dit bon, c'est vicié mais on prend quand même, ce n'est pas bon. Ça... tout le monde n'était pas content, mais bon, quand on cherche la vérité, on ne cherche pas à contenter les gens. On l'a dit et puis c'est tout. D'accord. L'autre problème majeur également depuis un temps, c'est
l'armée togolaise. Oui. Vous avez toujours dit qu'elle constitue le cache-sexe du pouvoir. Oui, est-ce qu'elle est comme en toujours Algérie. Est-ce qu'elle est toujours? Oui, bon, j'ai eu des rumeurs. Hein. Vous savez, notre président ne parle pas fréquemment à haute voix. Certains ont dit qu'il ne veut pas partir parce que c'est l'armée qui ne voudrait pas qu'il parte. Mais dans tous les pays, l'armée est dénommée la Grande Muette. Oui. À l'analyse, moi, je me suis aperçu que quelquefois, les armées africaines sont composées des gens qui préfèrent leur carrière au sort du pays et de la nation. C'est des gens qui préfèrent leur carrière au sort de la nation. Et je crois que peu ou prou, cette analyse-là peut s'appliquer au Togo. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions depuis 1963 pour que l'armée togolaise réagisse. Et si elle n'a pas réagi jusqu'à ce jour, c'est qu'elle y trouve nécessairement son avantage. Avec tout le respect que je leur dois, ce n'est pas mon rayon, mais ça n'a pas l'air d'être une armée républicaine. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire. On veut une en tant armée républicaine. Analyste, oui. On veut une armée républicaine au Togo. Oui. Alors, que faire aujourd'hui? Elle se dit républicaine, mais ses actions ne prouvent pas qu'elle est républicaine. C'est tout. C'est pas parce que, en principe, ce que nous avons appris au cours des colloques, des symposia et partout où nous avons voyagé depuis que nous sommes universitaires, on dit que la police intervient dans les troubles sociaux sur demande de la société civile qui est la mairie. Et c'est quand la police est débordée que la gendarmerie vient au secours. Et qu'on ne cite jamais l'armée. L'armée est là pour sauvegarder l'intégrité territoriale et en cas d'agression externe. Mais tout ce que l'on entend sur l'armée togolaise, là, c'est hors des normes. Et comme il n'y a aucune sanction internationale contre ces débordements et ces éléments incontrôlés, là, vive l'impunité. Oui, mais comment est-ce qu'il faut expliquer que l'armée togolaise à l'extérieur est qualifiée de bon élève, oui, et qu'à l'intérieur, elle est presque vomie par ses propres frères et sœurs? Ça aussi, je l'ai dit dans un autre texte, parce qu'elle ne se comporte pas à l'extérieur comme à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que les casques bleus de l'ONU peuvent rentrer dans les maisons à Cocody, à Abidjan ou bien à Bamako, faire ce qu'ils font à Baie? Vous pensez ça? Non, je pense pas. Ah bon, ils ne vont pas en sortir indemnes. Et puis l'argent que l'ONU leur donne leur sera coupé. Ils seront personnes non grattées de l'ONU et on ne les enverra plus en mission. Donc là-bas, ils se comportent comme des anges. Je ne veux pas dire qu'ils sont des démons ici, mais leur comportement est hors norme. C'est tout. C'est un constat. J'ai des étudiants parmi les corps habillés à qui j'ai enseigné. Ils savent très bien de quoi je retourne. Donc c'est comme ça, c'est dommage. Mais pour l'instant, il faut prendre ça comme ça. Alors, oui. Nous allons parler social tout à l'heure. Et pour conclure ce volet politique, mardi prochain, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO se réunira à Lomé. Qu'est-ce que vous attendez de la CEDEAO par rapport à la crise togolaise? Ce que moi j'ai dit dans mon article, parce qu'il n'est pas question de venir s'assembler, de pondre des recommandations et des communiqués finaux en parlant des normes démocratiques et juridiques. Il faut pousser le Togo à organiser des élections propres et démocratiques. Je le dis et je le redis. Nous n'avons en passant par des réformes électorales. Oui, mais bien sûr. C'est pour ça que par endroit, j'ai mis dans le texte réforme. Parce que c'est un homme, une voix. Et les mineurs ne doivent pas voter. Je ne crois pas que s'il y a des observateurs de la CEDEAO dans les bureaux de vote, des observateurs de l'ONU et les observateurs de l'Union africaine, on va faire voter des gamins de 16 ans. Je ne crois pas. C'est tout. Moi, c'est une conviction.
j'ai mis quelque part que c'est utopique, mais Oui. bon, ben, on ne peut pas m'empêcher de donner mon idée sur le déroulement d'un pays où j'ai payé l'impôt jusqu'à la retraite et au-delà, puisque l'INAM me prend encore de l'argent, bien que je ne sois pas souvent malade. C'est comme ça. Alors, merci beaucoup, professeur, sur cette question liée donc à la politique. On parle social avec la jeunesse togolaise. Cette semaine, il y a eu un débat quand même dans la presse autour de notre jeunesse, et lié justement à ceux qui sont à la tête quand même des partis politiques. Beaucoup estiment qu'ils sont un petit peu vieux, excusez-moi le terme, qu'il va falloir peut-être faire un renouvellement de la classe politique. Et ça passe forcément par la jeunesse. La jeunesse togolaise, vous la voyez quand même mûre pour pouvoir reprendre le flambeau aujourd'hui? Non, c'est de bonne guerre, parce que ceux qui rêvent d'être des Macron togolais, il faut qu'ils sachent que pour être Macron en France, il faut avoir fait l'ENA. Hein. Ce n'est pas en brûlant les feux rouges, en insultant les personnes âgées qui vont gouverner le Togo. Hein. Mais il y a des jeunes prodiges parmi eux qu'on peut reconnaître. Hein. Vous ne me direz pas qu'un Kossi et Fui ne peut pas faire un bon ministre de la jeunesse et de la culture. Il y a d'autres qui ont cette capacité-là de prendre la relève. Mais il ne faut pas globaliser. Parce qu'en tant qu'enseignant, ce que je lis dans les copies ne me pousse pas à dire que c'est une relève qui va prendre. C'est une jeunesse qui va prendre la relève en toute tranquillité, sans commettre des impairs. C'est tout ce que je peux dire. La jeunesse n'est pas encore mûre, c'est ça? Non, non, ce n'est pas en termes de maturité ou de non-maturité. C'est une affaire de renouvellement de la classe sociale et de la classe politique. Je crois que tous les partis politiques du Togo, y compris l'UNIR, ont leur section de jeunesse. Oui, bien sûr. Donc, c'est à eux. C'est tout comme la parité du genre. On ne peut pas mettre les femmes sur les affiches électorales dans la rue et puis on se retrouve avec 7 députés femmes sur 91 ou bien 12 sur 91. Il faut joindre l'acte à la parole. Et je pense que si nous avons un ministre de la jeunesse jeune, comme Emmanuel Macron, ça arrangera les choses. Je ne dis pas que le ministre actuel est vieux, loin de là. Mais classe pour classe... On a un président jeune au moins. Qui a paru jeune, maintenant il a déjà eu les cheveux blancs. Je ne sais pas pourquoi sa tête a si vite blanchi. C'est peut-être à cause de l'adversité politique et des problèmes qu'il a à gérer. Il avait dit lui c'est lui, moi c'est moi, mais bon. Et il a dit également plus jamais ça, mais quand on fait les statistiques, il y a eu encore ça. Donc le français il est très clair et précis par moment. Oui. Donc la jeunesse, moi je veux bien, à condition qu'elle ait l'étoffe de faire le travail qui lui sera proposé. Vous êtes professeur. Sans corruption, sans vol. Parce qu'elle est corrompue. Oh, mais bien sûr, je le dis souvent. On ne peut pas dire qu'on est une association de jeunesse qui soutient le président et puis on peut offrir des millions aux gens, des motos. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là? Ils font quoi comme travail? Mais ils travaillent. Quoi? Donnez-moi leur nom et là où ils travaillent. Ils sont en informatique ou bien dans les réseaux sociaux ou bien ils fabriquent du foufou mix. C'est eux qui fabriquent foufou mix? Non. Donc cette jeunesse désargentée au chômage qui crée des associations pour attirer des fonds, pour aller faire de la propagande politique, je ne crois pas que ceux-là sont les mieux adaptés à gérer le Togo de demain. C'est tout. C'est mon opinion. Oui, bien sûr, c'est votre opinion. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons appelé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et la jeunesse togolaise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprochées à cette jeunesse. Oui. Il y a ceux qui sont un petit peu vieux qu'il va falloir remplacer. Alors, vous êtes professeur, vous corrigez les copies. Alors, forcément, il y a un petit problème en lisant les copies, les fautes, les erreurs. Est-ce que ça ne pose pas en réalité un problème de formation? Oui. Quelle jeunesse formez-vous, professeur, pour le Togo de demain? Bon, de toute façon, à mon niveau, au 4e degré, moi, je prends un produit fini qui vient d'Abalo et Afi. Oui. J'ai retrouvé dans mes affaires, il y a moins d'une semaine, la réforme de 1975. Je crois qu'il va falloir lire cette réforme-là
et voir par où le bas blesse. L'instrument de travail du Togo, c'est le français. Bien sûr. Mais vous ne me croirez pas, j'ai corrigé des projets de master et de mémoire qui ont frôlé les 32 fautes d'orthographe et de grammaire, de syntaxe par page. Ça fait 3 ans après le bac 2. Ça veut dire qu'au début, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est vrai que le français n'est pas notre langue, qu'on ne peut plus réinstituer les 5 fautes zéro éliminatoires. Oui. Mais si on tolère jusqu'à 42 fautes au BEPC, quel produit vous voulez que nous on ait à l'université? Quand on oblige les correcteurs à suivre les idées des enfants et non pas les fautes, le produit est avarié. C'est ça le problème. La base est faussée. La base est faussée, donc le sommet ne peut être que faussé, c'est tout. Mais il faut réformer tout ça. Il faut réformer tout ça et viser l'excellence. On ne peut pas être un pays émergent avec une ratatouille d'universitaires tous azimuts. Non. Au Brésil, le bac 2 a un pourcentage de réussite de 85%. Mais pour rentrer dans quelque faculté que ce soit au Brésil, il faut passer un concours. Et il y a un numerus clausus. Moi, je veux bien que nous sommes un pays pauvre et que les enfants des paysans, tout le monde doit aller à l'université. Mais tout le monde ne peut pas arriver à l'université. Ceux qui disent ça font du populisme. Voilà que nous avons 77 000 étudiants. Actuellement. Eh oui. Dans Les 2 universités cumulées. C'est plus de 70 000. Et si on doit donner 22 000 à 70 000 personnes, vous voyez l'ardoise. C'est du populisme. Il faut remettre des tamis. Il faut que l'excellence revienne. Et il faut passer par... Oui, mais plutôt que de remettre des tamis comme vous proposez, il va Oui. falloir former à la base pour qu'il y ait de l'excellence depuis la base. Oui, mais dans tous les pays modernes aujourd'hui, tout Il y a le que monde les ne meilleurs, va les pas stars qui à arrivent à l'université. l'université. C'est l'intelligentsia qu'il faut former là-bas. Moi, je n'ai rien contre personne. Lorsque j'avais passé le concours d'entrée en 6e, Oui. doublé du concours de bourse, on ne m'a pas donné la bourse parce que mon papa était douanier. Donc, on a favorisé les enfants de charpentiers, de forgerons, etc. C'est vrai, à une époque donnée, mais nous sommes en 2018. Oui. On ne peut plus prendre tout le monde pour dire qu'on va à l'université. On peut faire des numerus clausus, comme la fac de médecine, c'est 250 étudiants. Oui. 3 moyennes, vous réussissez, vous passez en classe supérieure. Vous avez la 2e moyenne, vous doublez la classe. Et la 3e moyenne, vous êtes éjecté. Maintenant, il faut créer des structures de recyclage, des lycées techniques, où les mécaniciens sauront lire les schémas électroniques et tout ça. Ah, ça, il Pour n'existe prendre- pas assez. Non, ça, il n'en existe pas assez. Tout ça pour les maçons qui doivent lire un plan, les électriciens qui doivent connaître un peu d'électronique et tout ça. Bon, si vous croyez que tout le monde peut aller à l'université, après vous accusez l'université de former des chômeurs, et je crois que ce n'est pas correct. Alors, comme qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui? Peut-être rappeler les ministres en charge de Il faut- l'éducation, de On a l'enseignement. dit qu'il y aura les états généraux de l'éducation. Bon, ça fait des années que ça dure. Oui, ça, ce n'est pas moi qui gère ça. Mais je dis que si on ne corrige pas la chose à la base, les gens écrivent des sons, S-O-N-S. Bien sûr. Et ils écrivent des sons, ils n'écrivent pas le français. Et on n'est pas francophone comme ça. Même en France, le président Macron a pensé ramener le latin, parce que le latin, qui vient du sanskrit et de l'indo-européen, a donné le français. Vous ne pouvez pas être avocat, vous ne pouvez pas être ingénieur agronome sans connaître le français. Tous les noms de plantes sont en latin. Oui. Vous allez faire comment? Donc ce populisme-là qui a médiocrisé tout le monde et qui a foutu le pays dans la merde, il faut changer ça. Il faut bien orienter les enfants. Ceux qui ne peuvent pas faire les études apprendront un métier moderne convenable. Ce n'est pas de l'insulte à leur égard. Non, pas du tout, puisque nous-mêmes nous sommes passés par là. Donc, je ne vois pas où est le problème. Ce populisme-là, il faut l'arrêter. Et puis,
penser à autre chose. Alors, c'est vrai que le problème est réel sur le terrain. Vous voyez, vous suivez un élève de la 6e en terminale, vous voyez qu'il y a des lacunes qu'on traîne, Bien sûr. mais on n'accepte pas quand même aller faire autre chose. On veut tous aller à l'université. L'autorité a une responsabilité réelle là-dedans aujourd'hui. Bien sûr. C'est l'autorité qui doit mettre le haut là et le tamis. Ce n'est pas les parents d'élèves, hein, puisque en désespoir de cause, même ceux qui font des BTS. Bon, ben, Oui, c'est l'amour depuis quelques années. Oui, j'ai appris que le Bénin voudrait supprimer le BTS, hein, et ramener tous ces instituts de formation à la licence et au master. Je crois que ça devrait faire partie des réformes. Hein. Mais il faut qu'à la base, on ne peut pas écrire les enfants dansent avec D-A-N-S-E-S. Non. À ce rythme-là, rien n'en sortira. Il ne faut pas oublier que notre pays a fourni des instituteurs à toute la UEF et à l'AF, oui, à l'époque coloniale. Rien qu'avec le CPE, CM2. Donc, je ne vois oui, mais pas qu'est-ce qui peut expliquer un pays qui a eu cette excellence-là oui, dans le passé, qui peut être médiocre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aujourd'hui? Avec des charabistes à tous les coins. On avait les mêmes programmes à l'époque, il me semble. Presque. Presque, oui. Nous avions étudié l'Afrique moins le monde. Nous avons étudié après le monde moins l'Afrique. Et puis bon, ben, il fallait marcher droit si vous êtes classique ou moderne. Alors, à l'époque, c'est la rigueur au travail, c'est la détermination. C'est la régularité maintenant, et c'était aussi le travail manuel. Hein? Tous les wasapistes qui ne balaient même pas la cour de leur école là, c'est nul et non avenu. Hein? Il y avait le travail manuel mercredi après-midi. Ou le sport. On est dans un monde beaucoup plus moderne maintenant. Quel moderne? Quel moderne? C'est dans la saleté qu'on est moderne? Non, pas du tout. Moi, j'ai vu le Cap et l'Afrique du Sud, c'est propre et nickel. Et je me suis dit, c'est parce qu'il y a encore des Blancs. Le jour où les Blancs quitteront l'Afrique du Sud, vous allez voir, ce sera le même dépotoir que les autres capitales africaines. C'est tout. L'Afrique a un problème réel aujourd'hui, professeur. Réel de mentalité. Et c'est l'une des définitions que nous donnons au développement. Changement dans les structures et changement dans les mentalités. Vous pouvez moderniser les structures, mais si la mentalité n'y est pas, les gens vont cracher contre les murs, ils vont faire pipi dans les couloirs, etc. Ce sera le grand foutoir. Est-ce que ce n'est pas la France qui est à l'origine de nos problèmes? Non, quelle France? Moi, j'ai passé 10 ans en France. Quelle France? Mais c'est ce qu'on entend aussi, quand même, chez ça, certains intellectuels. C'est le côté Bolloré finance. Il ne s'agit pas de ça. Est-ce que c'est la France qui triche aux élections? Est-ce que c'est la France qui demande qu'une voix dans la Soli vaille 13 voix dans Lomé, bien que Lomé ait presque le quart de la population du Togo? Ce n'est pas la France. Hein? Moi aussi, je suis anti-français à mes heures. Lorsque je pense à France Fanon, à Cheikh Anta Diop, à la France-Afrique, à Verschave et aux Barbouz, français qui ont torpillé l'économie de Ahmed Sékou Touré, ou Bob Denard, qui ont fait des coups d'État au Bénin, etc. Il faut prendre le problème tel qu'il est. Hein? Changement dans les structures et dans les mentalités. Quand nous sortons, on se moque de nous, on dit « Ah, vous avez le pied au Moyen-Âge et la tête dans le 3e millénaire. Hein? » Pourquoi? Parce que le Togolais a pu fabriquer une imprimante en 3 dimensions. Le Togolais a fabriqué un tracteur, le Togolais a fabriqué Foufou Mix. Mais les institutions sont moyenâgeuses. Hein? Un président n'est ni un chef de famille, ni un chef de village, ni un roi. Il a un mandat alternatif, variable, prévu par la Constitution. Voilà le 21e siècle. Et quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, oui, il faut quand même que les chefs d'État puissent quand même avoir le courage de faire évoluer ce continent. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut quand même faire évoluer le débat sur le sujet du développement, puisque la question de la corruption était au centre de leur rencontre la dernière fois en Mauritanie? Je pense que leur casting n'est pas encore au top niveau. Hein?
quand vous avez les fils continuateurs des putschistes et des pères fondateurs indécrottables, ce profil-là, il n'est pas bon pour l'Afrique. Hein. On a parlé de la zone d'échange économique et tout ça. Oui. Mais il y a des bougres qui ont refusé de signer. Ils pensent à quoi ceux-là? Ils pensent que les Chinois vont nous envoyer n'importe quel produit en aluminium qui va rouiller avant Noël. Les Indiens vont ajouter les leurs. Les Turcs sont sur la liste. C'est comme ça qu'on développe l'Afrique? Non. Donc, tant que le profil des chefs d'État ne sera pas amélioré, nous serons toujours à la traîne. Vous avez vu ce que Thabo Mbeki et les autres ont fait après Mandela. C'est de ce profil-là que je parle. Donc, ce n'est pas une affaire de gros dos, de limousine ou bien de Mercedes dernier cri. Non. Mentalité et institution. Quand ça marchera comme ça, le monde dénonce, Macron réagit, on interpelle, on va juger, on licencie. Quand vous verrez ce topo-là en Afrique, vous pouvez rêver d'une Afrique prospère. Est-ce que vous rêvez d'une Afrique prospère? Oui, je rêve. Je vais réécrire tout ça. Je vais republier Les Racines du Mal Nègre et j'ai un projet d'autres écritures si Dieu me donne vie. Parce qu'en 54 États, il n'est pas impossible qu'on achète une licence de voiture pour en fabriquer, une licence de télé, une licence d'allumettes, une licence de réfrigérateur, si on se cotise à 54 pays. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que le casting des chefs d'État est trop hétéroclite. Il y a des gens là-dedans qui ne raisonnent pas comme Aristote. Et puis il y a des gens qui préfèrent les cravates et les costumes à 500 000 francs CFA à la place du développement de l'Afrique. C'est-à-dire que la cité se porterait mieux lorsque les philosophes deviendront rois? Oh, je ne dirais pas ça, parce que le Togo a eu près de 3 philosophes dans son gouvernement et il ne se fait pas mieux porter. Vous êtes déçu par rapport à ça? Ben, bien sûr, bien sûr. Qu'on est au gouvernement des philosophes? Quand ça ne va pas, il faut démissionner, mon frère. Il ne faut pas rester là. Non, non, non. Il ne faut pas rester là. Problème de conscience? Non, problème d'éthique et de morale. C'est comme ça que nous parlons en philosophie. Ce n'est pas un problème de conscience. On ne veut pas aller faire du franc CFA et dire qu'on apporte sa pierre à la construction de la nation. Sur le plan éthique et moral, c'est nul et non avenu. C'est tout. Est-ce que vous voyez ce pays en rose, professeur? Oui, parce que la qualité intrinsèque du Togo se trouve dans sa population. Vous avez vu en football? Oui. Avant, lorsque le Togolais chaussait les godasses, il n'y a que le Ghana ou le Sénégal qui résistait au Togo. Tous les autres, on les battait à plate couture. On a battu un pays à 11-0 à Lomé ici. Je ne vais pas donner le nom. Et tout le monde ne sait pas que les Togolais ont chaussé les godasses avant les Ghanéens. Et aujourd'hui, où est notre football? Tout est corrompu. Je le dis, même le vaudou, il fallait donner 7 francs ou bien 27 francs. Aujourd'hui, vous donnez 7 francs, celui qui donne 70 000, 700 000, le vaudou le sert avant vous. C'est de la corruption. Même le vaudou est corrompu. Mais même le vaudou est corrompu. Sinon, les gens ne sortiraient pas indemnes de la forêt sacrée de Bain. Rentrer là-bas, chaussé, habillé et ressortir indemne, ça veut dire que quelque chose ne marche plus. C'est comme ça. Professeur, merci d'être venu nous voir ce matin. Vous souhaitez quand même que le Togo se porte mieux? Il se portera bien un jour, mais quand je ne vous le dirai pas. Parce que vous ne le savez pas. Oui, je ne le sais pas. Mais tant que j'aurai la santé, si je peux apporter ma contribution à la réflexion, je le ferai. Très bien. Professeur, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Je rappelle que le professeur Magloire Kakouakouvi, excusez-moi, est professeur de philosophie bien sûr, à la retraite. Mais il vous arrive quand même de faire le tour de certains établissements, instituts pour oui, je suis à Don Bosco, chez les Salésiens, où j'enseigne la métaphysique, la philosophie de la religion. Bien sûr.
et la philosophie du développement. Très bien. Parce que c'est l'un de mes dadas. Vous êtes coordonnateur diocésain de Conseil épiscopal Justice et Paix. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur Radio Taxi FM. Merci à Dia Prosper pour la coordination technique. Appelez-moi Eric. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi. 93.1 Taxi FM.